Un avocat rit du témoignage d'un vieil homme, jusqu'à ce qu'il démontre parfaitement son génie juridique. L'air de la salle d'audience était lourd, presque oppressant. Il collait à la peau comme l'humidité avant un orage, chargé de tension et du murmure d'une centaine de voix étouffées. Sous l'écho des chaises qui bougent et des stylos qui tapent, l'impatience palpitait comme un battement de cœur. Tous les sièges de la galerie étaient occupés, la plupart occupés par des journalistes penchés sur leurs bloc-notes ou serrant leur téléphone, les pouces sur les boutons d'enregistrement. Les grandes portes en chêne du fond étaient closes, mais tous les regards étaient fixés sur elles, dans l'attente. Puis elles s'ouvrirent dans un grincement, et le silence s'abattit comme une lame à travers un tissu. Un jeune homme apparut, les poignets entravés par des fers, sa chemise froissée et collant à son corps, comme si elle avait été portée pendant des jours. Marlon de Varro avait à peine 19 ans, et il semblait appartenir à une salle de conférence, pas à un tribunal. Son regard scrutait l'espace lentement, prudemment, comme s'il se demandait s'il pénétrait dans un lieu de jugement ou dans une cage à loups. Derrière lui, 2 huissiers se profilaient tels des ombres, leurs uniformes impeccables, leurs visages durs, marqués par un détachement répété. Les chaînes entre les poignets de Marlon claquaient à chaque pas, un métronome cruel qui annonçait son entrée plus fort que n'importe quel marteau. Sur le banc, le juge Frédéric Langstrom ajusta sa robe avec un soupir résigné. Ses épais sourcils argentés se froncèrent légèrement, non par inquiétude, mais par fatigue. Sa réputation le précédait. Un conservateur de la vieille école, drapé dans sa neutralité juridique, mais souvent penché juste assez pour protéger les puissants. Son regard, terni par des décennies de procès, se porta rapidement vers le garçon qui se tenait maintenant devant lui, puis vers la table de la défense où un avocat commis d'office semblait aussi mal préparé que son client. Marlon s'assit lentement, ses menottes maintenant accrochées à une barre sous la table de la défense. Il se pencha, les yeux baissés, et murmura quelque chose que seul son avocat pouvait entendre. L'avocat ne réagit pas, se contentant d'acquiescer d'un air sombre, comme si ces mots confirmaient ce qu'il craignait déjà. La voix de Marlon était douce, presque respectueuse, mais pleine de conviction. Il ne l'avait pas fait, mais il savait qu'il l'avait fait. Devant le palais de justice, le chaos régnait sous forme de banderoles et de slogans. Les manifestants remplissaient les marches du tribunal et se répandaient dans les rues avoisinantes, brandissant des pancartes faites main, leurs voix portées par le vent et la fureur. « Libérez Marlon !» criaient-ils. « Justice pour la vérité !» Leurs visages reflétaient une frustration croissante qui résonnait dans la ville depuis son arrestation. Pour beaucoup, Marlon était devenu plus qu'un suspect. Il était un symbole, le dernier d'une longue lignée de jeunes hommes noirs écrasés par un système conçu, non pas pour protéger, mais pour punir. À l'intérieur, cependant, l'ambiance était différente. Plus calculée, plus dangereuse. Les journalistes ne regardaient pas Marlon avec compassion. Ils le regardaient comme de la viande à l'étal d'un boucher. Leurs caméras zoomèrent sur ses poignets entravés, capturant l'image qui allait être placardée au journal télévisé du soir. Un garçon enchaîné. À la table de l'accusation, Colin Greaves ajusta ses boutons de manchette avec une précision chirurgicale. Le procureur était un homme taillé pour le spectacle, la mâchoire ciselée, les cheveux soigneusement peignés, le ton toujours à 2 doigts d'un sourire narquois. Chacun de ses mouvements semblait conçu pour la caméra, mais derrière ce vernis se cachait un prédateur. Greaves n'était pas un procureur ordinaire. Il était la lance la plus acérée d'une machine politique qui dépassait largement le cadre du tribunal. Et dans ce procès, sa loyauté n'allait pas à la justice, mais au pouvoir. La véritable force derrière l'accusation se tenait invisible en arrière-plan. Le sénateur Warren Kildare. Figure emblématique de Washington, Kildare avait bâti sa carrière sur les valeurs familiales, la sécurité nationale et les accords secrets. Son fils, Brandon Kildare, était la victime présumée dans cette affaire. L'histoire diffusée au public était simple et nette. Les données privées de Brandon avaient été piratées
les serveurs de sécurité fédéraux compromis et Marlon de Varro avaient laissé des empreintes numériques un peu partout. Une affaire de cybercriminalité sans appel, disait-il. Mais personne ne s'est demandé pourquoi un étudiant en informatique de 19 ans, originaire d'un quartier défavorisé de Baltimore, s'en prenait au fils d'un sénateur. Personne n'a cherché plus en profondeur. Ou, s'ils l'ont fait, ils n'ont pas survécu longtemps. 2 semaines avant le procès, dans une chambre d'hôtel faiblement éclairée, près de Washington, D.C., un homme nommé Jason Flint arpentait les rues, les mains tremblantes, tandis qu'il installait un trépied avec un vieux caméscope. Il était jeune, la trentaine, avec un badge d'entrepreneur fédéral encore glissé dans sa poche de poitrine. La lumière au-dessus de lui vacilla lorsqu'il appuya sur le bouton d'enregistrement. Sa voix tremblait, non seulement de peur, mais aussi d'urgence. Il leur fallait un bouc émissaire, dit-il. Quelqu'un sur qui mettre la main, quelqu'un qui ne pourrait pas riposter. Les empreintes digitales n'avaient pas été simplement implantées, elles avaient été fabriquées par une entreprise privée mandatée par le bureau du sénateur. Le but n'était pas seulement de piéger Marlon, mais d'enterrer un programme secret devenu incontrôlable. La dernière chose que Jason dit à la caméra fut qu'il craignait de ne pas voir la vidéo diffusée. 3 jours plus tard, sa voiture explosait devant un parking. La cause fut jugée accidentelle. Les images ne furent jamais diffusées à la presse. De retour dans la salle d'audience, l'accusation présenta son dossier comme au théâtre. Des écrans s'illuminaient d'images de fichiers manipulés, de journaux de terminaux et d'entrées horodatées, tous pointant vers Marlon. Chaque pièce était soigneusement sélectionnée. Le jury observait, les yeux plissés. Le juge n'opposa aucune résistance lorsque Greaves dépeignit le garçon comme un terroriste numérique. L'avocat de Marlon tâtonna lors des contre-interrogatoires, buta sur les objections et s'abstint de contester la légitimité de preuves qui sentaient l'altération. Et pendant tout ce temps, Marlon resta assis, immobile, silencieux, observateur. Mais tout le monde dans la salle n'avait pas cru au récit. Au fond de la galerie, derrière des rangées de journalistes et de fonctionnaires municipaux, était assis un vieil homme, voûté dans un manteau en lambeaux, un badge de concierge accroché à sa ceinture. Il s'appelait Walter Penrose. Ses mains reposaient sur ses genoux, usées et tachées par des années de travail de gardien. Personne ne le reconnaissait. Personne ne l'avait reconnu depuis des années. Walter avait nettoyé ce palais de justice pendant près de 2 décennies. Il avait récuré ses sols, ciré ses boiseries, vidé ses poubelles. Mais bien avant la serpillière, il avait fréquenté des salles d'audience très semblables à celle-ci, non pas en tant que gardien, mais en tant que combattant. Autrefois avocat spécialisé dans les droits civiques, il avait remporté des victoires marquantes. Puis vinrent l'AVC, les dettes et l'exil silencieux. Mais le feu ne quittait jamais son regard. En observant Marlon, Walter voyait quelque chose de différent. Pas un criminel, pas même un bouc émissaire. Il voyait le plan d'un coup monté. Il avait déjà vu ce jeu, de jeunes hommes noirs transformés en boucs émissaires pour couvrir les péchés de puissantes institutions blanches. Et tandis qu'il était assis en silence au dernier rang, un plan commença à prendre forme. Car Walter n'était pas arrivé par simple curiosité. Il suivait cette affaire depuis le jour de l'arrestation du garçon. Chaque matin, il surprenait des conversations entre avocats, capturait des fragments de registres de preuves et nettoyait après des réunions nocturnes où les plans étaient chuchotés avec juste ce qu'il fallait d'insouciance. Walter n'avait plus les ressources d'un cabinet d'avocats, mais il avait autre chose, la mémoire, un esprit aiguisé par des décennies d'injustice. Et maintenant, il avait quelque chose à prouver. L'accusation continuait à étoffer son récit, chaque témoin étant plus peaufiné que le précédent. Mais Walter prenait des notes, non pas sur papier, mais mentalement. Les incohérences, la terminologie mal employée, les subtiles modifications apportées aux pièces à conviction. Il observait Greaves déformer la vérité comme un sculpteur façonnant l'argile
et notait chaque fissure dans l'illusion. À l'extérieur de la salle d'audience, l'agitation régnait. Des militants organisaient des sit-ins, des familles arboraient des t-shirts à l'effigie de Marlon et des dirigeants locaux exigeaient la transparence. Les réseaux sociaux bouillonnaient de théories, de contre-théories et d'appels désespérés à l'intervention. Mais à l'intérieur de la salle d'audience, Marlon était seul. Alors que l'audience se terminait et que les huissiers l'emmenaient, il se tourna de nouveau vers la galerie. Son regard croisa celui de Walter l'espace d'une seconde. Et pendant cette seconde, un non-dit passa entre eux. Une compréhension silencieuse. Un fil invisible se tendait entre deux générations qui avaient vu à quoi ressemblait la justice et ce qu'elle manquait souvent d'être. L'audience fut suspendue jusqu'au matin, le marteau frappant une fois comme un coup de semonce. Tandis que la foule se dispersait, Walter resta assis un instant de plus, les yeux fixés sur la chaie. La salle d'audience semblait s'étirer à l'infini, chaque minute pesant sous la pression croissante. Le procureur Colin Greaves arpentait la salle devant le jury, ses pas posés, mesurés, retraçant le fil de son argumentation. Marlon de Varro, cybercriminel accompli aux intentions extrémistes. Il citait les experts, les uns après les autres, chacun plus posé, plus rodé, plus insistant que le précédent. Un cryptographe fédéral expliquait comment les empreintes digitales algorithmiques pouvaient relier l'ordinateur portable de Marlon à des fichiers de base de données chiffrés. Un analyste de la sécurité intérieure évoquait les signaux d'alerte déclenchés par des tentatives de piratage. Chaque témoin déposait son témoignage comme un cours magistral, la voix posée, inébranlable, comme s'il lisait des textes. Le jury s'imprégnait de l'histoire, penché en avant, absorbant le récit de Marlon comme cerveau. Le juge Langstrom hochait gentiment la tête lorsque l'accusation s'opposait, écartant les protestations de la défense d'un haussement d'épaules, ne s'interrogeant que rarement. Il coupa la parole à l'avocat de la défense au milieu d'une question à plusieurs reprises, lui insufflant une lueur d'exaspération. Sous les façades polies et le rythme discipliné, des fissures se formaient, mais personne ne les remarquait encore. Langstrom était assis à son banc, la posture détendue, l'expression indéchiffrable, mais son esprit revint à une décision prise 10 ans plus tôt. Il se souvint des faveurs privées, de l'approbation discrète du nom du sénateur Warren Kildare, qui lui avait ouvert la voie vers la magistrature. Cette dette oubliée palpitait dans son esprit comme un battement de cœur, un contrat scellé en silence. Il savait que le banc, chaque juge du circuit, était compromis, perché sur un réseau d'obligations et de promesses tacites. Et au-delà, dans les couloirs du pouvoir, des conversations se déroulaient, des conversations qui détermineraient le sort de Marlon bien avant que le jury ne rende son verdict. Loin de l'éclat des caméras et des micros, nichés dans le calme velouté du salon VIP d'un country club, de telles conversations avaient lieu. Le juge en chef Reddick s'appuyait contre un feu de camp, allumant un cigare cubain brun. Le procureur général Lowell tendit la main vers l'humidificateur et choisit une cigarette assortie. Les braises brillaient à la lueur du feu, tandis que le sénateur Kildare exhalait d'épais volutes de fumée. Le feu dansait dans leurs yeux, tandis que Kildare expliquait sans détour que ce garçon ne représentait pas seulement une menace pour la réputation de son fils, mais pour une convergence de contrats militaires, de sociétés de renseignement privés, de lobbyistes spécialisés dans la sécurité des données, un empire fragile bâti sur le silence. Le juge en chef Reddick, le visage à moitié caché par la fumée de son cigare, promit discrètement qu'aucun retard de condamnation n'interférerait avec le plan. Il veillerait à ce que la machine judiciaire fonctionne à plein régime, à l'abri de l'indignation civile ou des nuances juridiques. De retour dans la salle d'audience, l'atmosphère se raidit à l'appel de la suspension d'audience. Marlon était assis avec son avocat, les épaules tendues. Walter Penrose restait dans la galerie, se déplaçant sur un banc en bois usé, les yeux plissés à chaque mouvement. Ses jointures blanchissaient autour de l'accoudoir. Bien qu'il ait quitté la pratique active depuis des années, Walter avait à la fois l'instinct et l'intelligence nécessaires pour percevoir l'injustice.
Il observe Greaves rejeter les objections de la défense comme absurdes. Il observe la réticence du juge face aux requêtes de suppression de témoignages. Il fut témoin du mépris silencieux avec lequel les témoins de la défense étaient étouffés tandis que l'accusation avançait avec une précision chirurgicale. Dans ce moment chargé de la suspension d'audience, Walter se leva, sa canne tapant doucement sur le parquet. Il s'approcha de la balustrade qui séparait la galerie du sol, leva la main et demanda l'autorisation de témoigner. La requête résonna dans la salle d'audience comme une pierre tombée. Le greffier du jury cligna des yeux. L'avocat de la défense le fixa du regard. Greaves s'immobilisa, l'expression figée par l'incrédulité. La galerie se tut, absorbée par la surprise qui se dessinait. Le sourire narquois de Langstrom resta discret, mi-incrédulité, mi-amusement, lorsqu'il accéda à cette étrange requête qui tenait autant de la comédie que de la stratégie. Laissez le concierge parler. La salle d'audience trembla lorsque Walter entra à la barre. Sa démarche était lente, mais assurée. Il portait un costume qui avait connu des jours meilleurs, tendu aux coudes, délavé aux coutures. Ses lunettes, basses sur son nez, reflétaient les lumières de la salle d'audience dans leurs verres. Il s'éclaircit doucement la gorge, mais sa voix portait, calme, autoritaire, modeste. Tandis qu'il parlait, l'atmosphère changea. Plus aucun murmure ne s'attardait autour de lui. Sa voix avait du poids. Il annonça qu'avant de balayer les couloirs et de nettoyer les salles d'audience, il avait agi dans les coulisses du pouvoir, conseillant sur l'interprétation de la Constitution lors des audiences Iran-Contra. Il révéla une formation juridique à Yale et Howard. L'évocation de ces institutions provoqua un léger tremblement parmi les spectateurs, des qualifications bien plus importantes qu'un simple coup de balai ne pouvait le laisser supposer. Il marqua une pause avant de se lancer dans le détail technique de ses observations. Il décrivit les signatures temporelles intégrées dans les enregistrements numériques, des divergences suggérant une manipulation post-production. Il a évoqué des débits binaires erronés dans les preuves vidéo, des fichiers reconstitués et modifiés après leur création originale, non pas par Marlon, mais au plus profond de l'appareil de sécurité privé du sénateur. Puis, il a décortiqué méthodiquement le témoignage de l'analyste de la sécurité intérieure de l'accusation, identifiant une utilisation abusive répétée de la terminologie protocolaire et des références anachroniques que seule une personne expérimentée au niveau de l'agence pourrait remarquer. Il a cité des précédents judiciaires, des affaires datant de plus de 30 ans, concernant l'intégrité des preuves, les normes de chaîne de traçabilité numérique et des réprimandes judiciaires documentées pour incapacité à identifier l'origine des métadonnées. De l'autre côté de la salle d'audience, les avocats ont échangé des regards surpris. Greaves s'est raidi sur son siège, le visage blême. Langstrom s'est penché en avant, clignant des yeux. Le jury a remué sur ses chaises. Pour la première fois de la journée, le récit de l'accusation s'est essoufflé. Les propos de Walter n'étaient pas des observations décousues, mais des frappes chirurgicales au fondement de l'affaire. La salle absorbait chaque détail, cette révérence feutrée, lourde de souffle suspendu. Lorsque Walter eut terminé, la salle d'audience retint son souffle, attendant une réponse. Greaves se leva, tentant de limiter les dégâts, mais ses questions étaient saccadées, répétées, tendues. Il cherchait des incohérences dans le passé de Walter, tentait de suggérer des préjugés, mais Walter les repoussait avec une assurance tranquille, sa logique étant d'une solidité à toute épreuve. Langstrom intervint alors, avertissant que le souvenir du concierge, bien que précis, nécessiterait un examen plus approfondi ultérieurement. Ce n'était pas une approbation, mais une reconnaissance. C'était une fêlure. Greaves quitta la barre, pâle mais intacte. Langstrom mit fin à la suspension d'audience et rappela l'audience à l'ordre. La journée s'éternisa depuis ce tournant. Sous le vernis poli de la procédure judiciaire, une guerre faisait rage entre vérité et manipulation, principe et privilège. Et tandis que les jurés écoutaient encore expert après expert, quelque chose de plus profond avait changé.
la preuve que même les récits les plus soigneusement construits pouvaient s'effondrer lorsqu'on les sondait. Ce soir-là, la tension monta jusqu'à Langstrom. Alors qu'il entrait dans son bureau, un sac à la main, une présence l'attendait. Un homme en costume sombre se tenait près de la fenêtre, rétroéclairé par la lueur du lampadaire. La mallette arriva sans un mot, posée sur le bureau poli avec un claquement d'autorité parfait. Le regard de l'homme était froid, distant, un regard qui évoquait des réseaux invisibles, une vaste influence, une enquête étouffée. Une seule phrase leur fut échangée. Les retards risquaient d'être révélés. Le moment était venu d'agir. Langstrom hocha la tête. Le manteau de neutralité se remit sur ses épaules, mais en dessous, les rouages du contrôle continuaient de tourner vers l'issue escomptée. La bataille s'était déplacée dans une autre arène, une arène où le théâtre judiciaire pourrait ne jamais atteindre, et où le sort de Marlon dépendrait d'un pouvoir au-delà des lois. Cette question persistait entre eux, plus lourde que l'odeur de graisse et de pain grillé. Bragg avait suivi une piste d'anomalie, des empreintes numériques qui remontaient toutes jusqu'au fils du sénateur, Beckett Kildare. Il ne s'agissait pas seulement du blanchiment d'argent via des sociétés écrans ou de la disparition de contrats entre des fournisseurs de technologies de pointe et des donateurs de packs. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'enfoui, un projet tellement secret que même les organismes de surveillance les plus expérimentés l'ignoraient, le prenant pour un mythe urbain. Il s'appelait Black Mirror, pas un programme, un algorithme de surveillance. Bragg se pencha, la voix basse, pour expliquer ce qu'il avait découvert. L'outil était déguisé en application de tutorat communautaire distribuée dans des districts scolaires en difficulté, la plupart à majorité noire et sous-financés. L'application prétendait fournir de l'aide aux devoirs et du mentorat, mais en coulisses, elle accédait aux caméras des élèves, enregistrait leurs frappes, cartographiait les schémas vocaux et croisait leurs recherches avec des modèles de prédiction comportementale. L'idée était effrayante, identifier les perturbateurs potentiels avant qu'ils ne commettent un délit, les traquer, les façonner ou les effacer. Et le garçon qui a déclenché le fil, celui qui a compris ce que faisait l'application et a osé parler anonymement dans un sous-forum connu seulement d'une poignée de militants de la protection de la vie privée numérique. Marlon Devarot. À 15 ans, Marlon aidait ses camarades de classe à résoudre des problèmes techniques. Il avait rétroconçu des parties du code de l'application pour le plaisir, juste pour comprendre son fonctionnement. Ce qu'il a découvert l'a terrifié. Des adresses IP codées en dur pointant vers une entreprise enregistrée auprès d'une société écran basée à Arlington. Il a publié en ligne un extrait expurgé de l'arbre comportemental de l'algorithme avec un avertissement. Vous êtes surveillé par votre propre curiosité. 3 jours plus tard, le forum a été fermé. L'un des modérateurs envoya un message privé à Marlon. Ils arrivent, supprimez tout. Il essaya, mais c'était trop tard. Penrose resta figé tandis que Bragg exposait tout, les doigts tremblants tandis qu'il ouvrait un dossier chiffré sur une partition cachée de son disque dur. Des notes internes, des transcriptions de réunions, un prototype de livre blanc décrivant la surveillance des jeunes sous l'euphémisme de « programme d'alerte numérique ». L'entreprise mentionnée à chaque page, Calibre Strategic Solutions, une société de renseignement privé détenue en partie par la fiducie familiale du sénateur Kildare. Bragg avait à peine dormi. Il avait envoyé des sauvegardes des fichiers à 2 contacts et chiffré une 3e version pour Penrose. Puis, il partit, jetant de l'argent sur la table et marmonnant que s'il ne rentrait pas à son appartement avant minuit, quelqu'un d'autre devait être au courant. Le lendemain, Bragg disparut. La porte de son appartement fut retrouvée entr'ouverte. Aucune trace d'effraction, mais son ordinateur portable avait été détruit. Le boîtier était écrasé. Le SSD avait disparu. Les voisins ont dit n'avoir rien entendu, juste vu 2 hommes en costume partir, l'un portant une mallette métallique. Le téléphone de Bragg a sonné une fois sur une tour, près de Rock Creek Park,
avant de s'éteindre définitivement. Aucun rapport officiel n'a été déposé. Aucune enquête n'a été ouverte. De retour en ville, Penrose était assis dans son modeste appartement, les yeux rivés sur les dossiers de Bragg, le cœur battant. Il ressentait le poids de chaque image, de chaque document, comme si le disque dur lui-même irradiait de chaleur. Il a tout sauvegardé, puis il a déposé une requête en réouverture de la communication préalable dans l'affaire Marlon, invoquant des preuves récemment apparues, une possible faute professionnelle du procureur et un lien avec le cadre de surveillance numérique du gouvernement. Le juge Langstrom a rejeté la requête, sans explication, sans hésitation. Il a à peine levé les yeux du banc lorsqu'il a rejeté la requête, prétextant un manque de pertinence fondamentale. Pas de mandat, pas de vérification, pas de lien établi avec l'affaire. Penrose sentait la cour se resserrer autour de lui. Grieve affichait un sourire narquois dans un coin, l'huissier jetait un regard soupçonneux à la galerie. La loi, semblait-il, avait déjà été écrite. Et puis, un frisson a brisé le tissu des attentes. Gerald Linwood est entré dans la salle d'audience le lendemain matin. Pas d'annonce, pas de conférence de presse, juste le bruit de chaussures cirées et d'une mallette usée heurtant la table à côté de Penrose. Linwood, l'homme qui avait un jour démantelé une clause d'immunité du Congrès sans autre forme de procès que le contre-interrogatoire. Un homme qui avait démissionné du bureau du « Linwood n'a offert aucune amabilité, pas de bavardage. Juste un coup d'œil au dossier judiciaire et une confirmation discrète qu'il intervenait comme co-avocat. « Il ne s'agit pas d'un seul garçon, » a-t-il déclaré aux journalistes qui l'ont assailli à l'extérieur. Il s'agit de ce qui arrive quand des hommes puissants pensent pouvoir tout décider. À l'intérieur, Linwood s'est mis au travail avec une ardeur incarnée. Il a déposé une demi-douzaine de requêtes en une journée. Il a reconstitué des ruptures de chaînes de traçabilité. Il a contesté l'admissibilité des métadonnées. Plus important encore, il a émis des assignations à comparaître, contactant des opérateurs de télécommunications, des sous-traitants technologiques et un nom en particulier. Lawrence Mendel, un ancien consultant de la NSA, connu pour ses dénonciations sous des pseudonymes. 2 jours plus tard, Mendel était dans la salle d'audience. Homme grand et calme, Mendel a expliqué au jury l'architecture des programmes de surveillance comme Black Mirror. Il a confirmé l'existence de l'algorithme. Il a décrit comment le gouvernement avait testé des modèles similaires dans le cadre de contrats DARPA, qui ont ensuite été absorbés par des entreprises privées comme Calibre Stratégique. Il a présenté une chronologie montrant le déploiement illégal du programme, faisant correspondre les dates et les fuites de données avec les publications de Marlon. La salle d'audience a basculé. Pour la première fois, le récit s'est fissuré. Langstrom a tenté de supprimer le témoignage de Mendel sous prétexte de sécurité nationale. Linwood a immédiatement répliqué, dénonçant une faute judiciaire et demandant une injonction d'urgence pour suspendre la procédure. Le visage du juge, autrefois impassible, s'est empourpré d'agitation. Les caméras à l'intérieur ont clignoté tandis que la nouvelle se répandait. Des murmures ont éclaté dans la salle d'audience. Grieve est resté stupéfait, la mâchoire serrée, feuilletant les pages, les doigts tremblants. Dehors, les manifestants s'étaient rassemblés en solidarité silencieuse pendant des semaines. Mais lorsque la requête de Linwood a été mise au rôle et que les journalistes ont commencé à utiliser des termes comme « surveillance illégale » et « ciblage algorithmique », la foule a triplé, puis quadruplé. Étudiants de Howard, militants de Baltimore, anciens accusés, défenseurs des technologies, des centaines de personnes se pressaient sur les marches du palais de justice, brandissant des pancartes à l'effigie de Marlon. Des slogans faisaient trembler le trottoir. Des drones survolaient la salle. Les barrages policiers commençaient à se déployer. À l'intérieur, le tribunal sombrait dans le chaos. Chaque tentative de reprise des témoignages se heurtait à des objections, de nouveaux dépôts, des mises en cause de l'impartialité du juge. Penrose avançait discrètement, mais avec détermination, soutenant l'élan de Linwood par des dépôts précis
et des consultations discrètes. L'équipe de défense était devenue le pivot autour duquel la vérité commençait à tourner. Langstrom suspendit l'audience, la voix tendue, les dents serrées. Mais même là, le calme persistait. Les journalistes se bousculaient pour atteindre Linwood. Les réseaux sociaux explosaient de clips vidéo, d'extraits du témoignage de Mendel, d'images fuitées des documents de Bragg. Black Mirror était devenu une tendance mondiale dès midi. Et Marlon, toujours vêtu de l'orange du comté, observait tout cela se dérouler derrière une vitre blindée. Il ne souriait pas, il ne pleurait pas. Il fixait simplement le vide, sans ciller, tandis que la marée qui l'avait autrefois enseveli commençait à se briser. La salle d'audience était un théâtre différent en ce dernier jour. L'air vicié des audiences précédentes avait disparu. À sa place, une atmosphère chargée planait comme une tempête qui s'approchait. La nouvelle s'était répandue bien au-delà des marches du palais de justice. Des camionnettes de télévision et des camions satellites bordaient la rue, leurs antennes paraboliques tournant vers le ciel, tandis que les manifestants scandaient à l'unisson à l'extérieur. Leurs voix, autrefois singulières, portaient désormais leur poids, résonnant dans toute la ville. Des membres du Congrès publièrent des déclarations exigeant des enquêtes officielles sur le réseau du sénateur, citant des documents divulgués, des références à une surveillance illégale et des affirmations selon lesquelles un fonctionnaire en exercice aurait utilisé le suivi algorithmique comme une arme. Et à l'intérieur, le ministère de la Justice, autrefois une force inébranlable, gardait un silence saisissant. Pas de déclaration, pas de communiqué de presse, juste le grondement des spéculations. Penrose entra dans la salle d'audience vêtu de son costume le plus propre, mais sa silhouette semblait plus petite que d'habitude, comme si chaque pas portait le poids d'une révolution. Il tenait une simple feuille de papier. La trempe. La voix de Walter Penrose resta ferme tandis qu'il présentait le document. Il le décrivit comme la preuve de l'architecture d'un crime trop grave pour être commis par un seul homme. Mais ils ont essayé de le faire payer à ce jeune homme. Ce n'était ni une vantardise ni un plaidoyer, c'était un fait établi. La salle d'audience absorba ces mots. Les caméras se mirent à filmer, les jurés se penchèrent en avant et les avocats se figèrent. Un silence retomba. L'impression que toute prétention antérieure avait été balayée par une simple feuille de papier. Le juge Langstrom marqua une pause, son pouce glissant sur le haut de sa robe. Il avait vu suffisamment de logique et de documentation pour qualifier le témoignage de Penrose de cohérent, mais il détourna maintenant le regard, partagé. 2 semaines de pression, 2 semaines de marchandage et de menaces silencieuses pesèrent sur son regard. Puis, pour la première fois depuis des semaines, sa voix se brisa. Il posa des questions de procédure, des questions sur la vérification, la chaîne de possession, mais derrière elle se cachait une exposition. Il demanda si le mémo provenait d'un serveur fiable et était correctement horodaté. Penrose répondit avec une précision simple. Oui, confirmé par les experts de la défense il y a 2 jours. Langstrom déglutit et respira profondément avant de rendre la feuille à l'avocat de Penrose. Le jury fut dissous pour délibérer. L'horloge de la municipalité, dans le couloir du tribunal, tic-taquait à tue-tête, tandis que les personnes présentes semblaient plus petites, comme des spectateurs pris dans un tourbillon incontrôlable. Les jurés, les uns après les autres, sortirent et s'assirent à huis clos pour 5 heures de délibération. La lumière du soleil dessinait des arcs sur les vitraux, projetant des ombres colorées sur les bancs de bois qui ressemblaient désormais à des sièges dans une cathédrale de la rédemption. Dehors, les journalistes interrompirent leur rédaction. Les manifestants s'apaisèrent de leur chant. Même la flotte de voitures banalisées du ministère de la Justice, garée à l'arrière, s'avança comme si elle attendait le verdict. La ville semblait retenir son souffle. Au bout de 5 heures, le jury réapparut. Le juge se leva, s'éclaircit la gorge et demanda au président de prendre la parole. Le mot vint lentement mais clairement. Non coupable. Dès l'annonce du verdict, la salle d'audience se transforma.
Les journalistes lançaient des questions qui dépassaient le marteau. Les téléphones clignotaient. Les jurés exhalaient, certains en larmes, d'autres de soulagement. Marlon de Varro s'effondra sur son siège, des larmes traçant ses cheveux coupés à la va-vite, effaçant des semaines de honte et de résistance. Il regarda Penrose et Linwood, les mains tremblantes, les lèvres tremblantes, et pour la première fois, il parla sans retenue, un seul murmure rauque de libération. Linwood s'approcha de Penrose et lui prit la main, un geste de solidarité plus ancien que toute victoire judiciaire. Penrose observe le visage strié de larmes de Marlon avant de se tourner vers Linwood. Sa voix était rauque, mais douce comme un aveu. « Ne me remerciez pas. Remerciez la justice. » Il fit une longue sieste, mais il se réveilla aujourd'hui. Il ne s'adressait à personne en particulier, tous étaient présents, et l'instant portait l'absolution d'une dette. Le silence s'installa. Les journalistes tournoyaient, les caméras ronronnaient. Marlon s'avança, les manches oranges, de sa tenue de prison relevée, mais le bureau du gouverneur avait déjà demandé sa libération pour le transport pénitentiaire. On lui retira ses menottes. Il se tenait debout. Il n'avait pas l'air d'un esclave affranchi. Il ressemblait à un garçon qui sortait de la chaîne de montage des accusations à la lumière du jour. Mais lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent, le monde extérieur rappela à Walter Penrose que liberté et danger vont souvent de pair. Un SUV noir garait son moteur au ralenti sur le trottoir. 2 vitres teintées le suivaient de près. Il n'accéléra pas le pas. Il ne recula pas. Il fit simplement un pas mesuré en avant, le menton à la hauteur, le regard fixé devant lui. La lumière du soleil éclairait son visage pour la première fois depuis des années, et à cet instant, sa posture exprimait le défi. Marlon sortit aux côtés de Linwood et jeta un coup d'œil à Penrose en passant. Il hocha la tête, non pas en s'inclinant, mais avec compréhension, une reconnaissance que la justice, bien qu'imparfaite, pouvait parfois être rendue, mais que la survie exigeait souvent de la vigilance. Dans un bureau quelconque de l'autre côté de la ville, dans un établissement fédéral sécurisé, un dossier fut ouvert. Projet nettoyage était estampillé en gras sur la page de garde. En dessous, la désignation de la cible était inscrite en caractères officiels, Walter Penrose. Le dossier resta ouvert, tandis que les agents faisaient circuler des photos de Walter, des